Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici à Nantes et je remercie Attaque 44 et puis Guillaume de m'avoir proposé de venir présenter mon travail et d'en débattre avec vous. Donc comme Guillaume le disait, la base de ce livre, c'est une recherche que j'ai faite en thèse sur la richesse, sur l'accumulation d'argent. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment des individus, des familles, des professionnels maintiennent et légitiment leur fortune. Alors, c'est un travail empirique au sens où j'ai fait une enquête, je vais revenir là-dessus. Donc, j'ai été amenée à conduire des entretiens, à mener des observations. J'ai travaillé aussi à partir de documents et à partir de données plus quantitatives de l'INSEE. L'objectif de la conférence, c'est donc d'apporter quelques éléments de réponse à une question: qu'est-ce qu'être riche en France? Cette question, elle invite d'emblée à réfléchir et à s'arrêter sur un enjeu de définition. Comment est-ce que, en tant que sociologue, que politiste, est-ce qu'on peut définir la richesse? Et puis comment est-ce qu'on peut travailler empiriquement sur cette question? Alors je vais commencer directement par ces enjeux de définition parce qu'ils sont importants et parce qu'ils permettront de comprendre le cadre un peu plus général de ma recherche. Et puis après, je présenterai du coup deux résultats plus de détails. Voilà. Donc d'abord, les enjeux de définition. La richesse, elle est souvent appréhendée de deux manières différentes. Je vais revenir sur ces deux manières distinctes d'appréhender la richesse pour les discuter et comprendre un peu les questions que j'ai posées ensuite sur cette base. La première grande manière d'appréhender la richesse, c'est de se demander et de regarder combien quelqu'un possède. Donc, c'est une approche par le volume de patrimoine. La question qu'on se pose, on va dire que vous êtes riche, en tout cas à partir du moment où vous possédez tant de millions ou de milliers, souvent de millions, d'euros de patrimoine. Alors, quand on regarde la distribution des patrimoines en France, de fait, ce qui frappe immédiatement, c'est les inégalités très importantes dans la distribution des patrimoines. Alors d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les inégalités de patrimoine, elles sont bien plus importantes que les inégalités de revenus. Pour vous donner une idée, donc quand on prend les 10% des personnes qui ont les revenus les plus élevés, ces personnes gagnent en moyenne 6 fois plus que les 10% qui gagnent le moins. Quand on passe des revenus au patrimoine et qu'on prend donc les 10 personnes qui ont les patrimoines, les 10%, pas les 10 personnes, les 10% de personnes qui ont les patrimoines les plus importants en France, ils possèdent en moyenne plus de 500 fois plus que les 10% qui ont les plus petits patrimoines. Les plus petits patrimoines, en fait, ça veut dire qu'ils possèdent rien, pour le dire. Donc, ces 10%, ils possèdent à peu près 50% des actifs patrimoniaux en France. Et juste pour que vous ayez une idée, donc, pour faire partie donc, les ménages qui font partie des 10% les plus riches ont plus de 600 000 euros de patrimoine net. La deuxième, il y a déjà une question, oui. Est-ce que vous pourriez préciser le sens que vous donnez à patrimoine et à revenu? Alors, c'est la différence entre les stocks et les flux. Les revenus, ce sont des flux. C'est-à-dire que c'est ce que vous touchez, par exemple, si vous êtes salarié, vous touchez des revenus régulièrement qui arrivent donc sur un compte. Vous pouvez aussi toucher des revenus donc, salariaux, vous pouvez toucher des revenus liés à des aides d'État, par exemple, et vous pouvez toucher des revenus non salariaux, donc issus de ce capital. Mais ce n'est pas le capital en lui-même. C'est ce que vous percevez par ce qu'a produit ce capital. Ok ? Donc c'est ça la différence. Le patrimoine, c'est vraiment la question des stocks. Donc pour prendre une image un peu idiote, le patrimoine, c'est votre troupeau de vaches. Vos revenus, c'est le lait. Voilà. Donc c'est un peu ça la différence. La deuxième particularité de la répartition des patrimoines, c'est que quand on déplace le curseur non pas vers toute la distribution, mais plus vers le haut de la distribution, donc vers ces personnes fortunées, ce qui est souvent troublant à comprendre, c'est que là aussi, les écarts entre les situations restent très importants. Autrement dit, entre quelqu'un qui a 1,5 million d'euros de patrimoine et Bernard Arnault,
on peut dire qu'il y a tout un monde, et pourtant ces 2 personnes, et c'est ça aussi qu'il faut garder en tête, font toutes 2 partie des 2% les plus riches. Donc, les écarts sont tellement importants entre une majorité de la population qui ne possède rien et une petite minorité qui possède quelque chose et beaucoup, mais aussi entre un propriétaire parisien et Bernard Arnault, que de fait, la première manière d'appréhender la richesse qui s'impose, c'est par le volume qu'on détient. C'est ça qui saute aux yeux dès le départ. C'est d'abord une question de volume, et en un sens, on pourrait arrêter là le débat, on aurait dit presque l'essentiel. Alors, si on part de cette définition, donc en supposant que la richesse, c'est d'abord une échelle, une métrique en fait sur laquelle on peut placer tout le monde, vous voyez que l'enjeu pour le chercheur dans ce cadre, ça va être de travailler sur cette métrique, de travailler sur les inégalités de distribution, notamment leur reproduction dans le temps, et ça c'est ce que propose notamment, et c'est ce qu'a fait de façon magistrale Thomas Piketty. Et puis, dire que la richesse, c'est d'abord une métrique, ça invite aussi toujours à poser la question du seuil. D'ailleurs, c'est une question qu'on me pose systématiquement. En gros, il faudrait que le chercheur détermine des seuils pour distinguer le petit, le moyen, le super ou le très très grand riche. Alors vous voyez que c'est à la fois efficace, cette question du seuil, comme si ça donnait tout de suite une image, et en même temps c'est assez vertigineux de dire qu'il faudrait qu'on détermine un seuil. Ce seuil, il sera toujours contestable. D'ailleurs, ça fait très longtemps que les sociologues qui travaillent sur la pauvreté s'opposent à définir la pauvreté par un seuil. Cette définition de la pauvreté, à minima, on peut dire qu'elle est administrativement utile, mais sociologiquement, on estime que ce n'est pas une définition pertinente, et en fait, on peut faire la même réflexion sur la richesse. Donc, si on réduit la question de la richesse à une question de métrique, qu'est-ce qu'on laisse de côté ? Pourquoi c'est problématique ? Ce qu'on laisse de côté, notamment, c'est tout le travail normatif ou politique par lequel sont distinguées des bonnes manières et des mauvaises manières d'accumuler de l'argent. Par exemple, on pourrait dire que feu l'ISF, maintenant l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, c'est un impôt qui n'est pas compliqué en imparos. Pourquoi ? C'est un impôt qui repose justement sur un seuil. On taxe les personnes à partir d'un certain seuil. Pour l'ISF et pour l'IFI, c'est 1,3 million, voilà, depuis un certain nombre d'années. Mais si on dit ça, on rate le fait que cet impôt, il est basé en fait sur d'autres règles qui sont très complexes, qui font que c'est pas toute la richesse qui est taxée, mais c'est seulement une partie du patrimoine qui est taxée. Parce que ça fait longtemps que les gouvernants, très très tôt, depuis la mise en place de cet impôt, ont fait des distinctions entre la richesse qu'ils voulaient taxer et inversement, la richesse qu'il fallait protéger de toute taxation. Et l'exemple le plus connu, qui a été le plus commenté et qui vient en tête directement, c'est celui des œuvres d'art. Mais il y a des choses beaucoup plus massives autour de ces règles d'assiette qui permettent en fait à toute une partie du patrimoine d'échapper à l'impôt. Donc quand on travaille sur la richesse, on peut avoir l'impression que les choses sont simples, notamment que tout repose sur une simple affaire de seuil. Mais ce qui frappe aussi immédiatement, et ce qui m'intéressait, c'était aussi tout ce travail plus normatif, plus politique, qui consiste donc à faire des distinctions entre des bonnes manières d'accumuler de l'argent et des mauvaises manières d'accumuler de l'argent. Alors, d'ailleurs, les catégories qui sont mobilisées pour dire la richesse, elles sont multiples, héritiers, nouveaux riches, entrepreneurs, rentiers, etc. Elles ont un statut toujours un peu particulier. C'est des catégories qui ont une visée descriptive, quand on oppose par exemple des héritiers aux nouveaux entrants, qui sont souvent appelés des entrepreneurs aussi dans la presse économique et financière. Mais en fait, c'est rarement uniquement des catégories descriptives. Souvent, c'est des catégories qui ont aussi un contenu normatif important et qui distinguent justement des manières plus ou moins légitimes de posséder de l'argent. Pour vous donner un exemple, le magazine Challenge publie chaque année un classement des 500 fortunes les plus importantes en France. Et le magazine précise toujours en préambule que son classement porte uniquement sur les fortunes dites professionnelles. Quand vous opposez des fortunes professionnelles aux fortunes privées, c'est une manière de dire à son lectorat, nous, ce qui nous intéresse, c'est des dirigeants d'entreprise qui produisent de la richesse, et c'est pas des rentiers qui sont au bord de leur piscine. Bon. Mais ça, c'est assumé par le magazine, et on voit que médiatiquement, mais aussi politiquement, c'est des distinctions qui marchent très bien, qui parlent à tout le monde.
Ce que j'aimerais, moi, vous montrer, c'est que ces figures qui parlent à tout le monde, elles sont en fait très peu appropriées dès lors qu'on s'intéresse au haut de la distribution des patrimoines, c'est-à-dire aux plus fortunés. Quand on travaille à partir des données INSEE, on se rend par exemple très vite compte que celui qui est souvent décrit ou qui se décrit comme un entrepreneur est un héritier. Aujourd'hui, les trajectoires de personnes qui, entre guillemets, ont fait leur fortune, elles sont extrêmement, extrêmement rares. Pour vous donner un... Donc, en fait, la frontière entre les deux figures, par exemple, donc, du dirigeant d'entreprise et du rentier, en fait, elle est beaucoup plus brouillée dans la réalité. Pour vous donner un autre exemple, si quelqu'un a hérité, par exemple, de 3 millions d'euros, l'héritage moyen en France étant, je crois, de 130 000 euros, du coup, vous voyez que, clairement, cette personne, on pourrait la classer spontanément du côté des héritiers. Tout le monde n'hérite pas de 3 millions d'euros. Pourtant, si cette personne a multiplié sa fortune par 10, et donc a un jour dans sa vie 30 millions d'euros, vous voyez que ce sera très simple pour elle et aussi pour les personnes qui cherchent à appréhender cette trajectoire, de parler d'entrepreneurs ou de nouvel entrant, tout simplement parce que les volumes ont complètement, considérablement changé entre 3 millions et 30 millions. Donc c'est assez compliqué en fait de classer cette personne. Un autre exemple, si vous avez un patrimoine important, vous pouvez faire quelque chose d'assez classique, quand on a un patrimoine important en tout cas, qui consiste à placer cet argent dans une enveloppe juridique qu'on va appeler une société ou qu'on va appeler une holding. Et à ce moment-là, de fait, la forme juridique de votre patrimoine, c'est une société. Donc vous pouvez aussi, ça facilite en tout cas le fait de vous présenter comme un entrepreneur, même si vous avez mis votre chalet à la montagne dans la société. En plus, vous pouvez très bien être actionnaire minoritaire, par exemple, d'une entreprise familiale qu'a créée votre père. Et on voit là aussi que c'est quelqu'un qui est très difficile à classer. La fortune est bien entendu liée à une activité productive, à une entreprise, mais ça va être une personne où on voit qu'on ne peut pas la faire rentrer dans ces cases, entrepreneur ou héritier rentier. Donc quand on considère finalement ces oppositions qui sont communément mobilisées pour parler des plus fortunés, on se rend compte du coup que en fait, c'est des oppositions et des catégories qui sont finalement très très peu appropriées pour décrire justement le haut de la distribution des patrimoines. En revanche, ce sont des catégories qui ont une efficacité rhétorique importante. Puisque se présenter comme quelqu'un qui travaille beaucoup, se présenter comme quelqu'un qui a fait sa fortune, comme quelqu'un qui est un entrepreneur, on voit que de fait, ça tend à légitimer l'accumulation, la richesse, et ça tend dans le même temps à occulter le poids encore structurellement hyper important de l'héritage et des revenus, par exemple financiers par rapport aux revenus du travail, dès qu'on est justement dans les 5% et bien sûr les 1% les plus riches. Donc, on voit qu'à partir de cette première définition, celle de combien est-ce qu'on possède, il y a matière à faire un premier déplacement. Au lieu de se demander à partir de combien de milliers ou de millions d'euros est-ce qu'une personne est riche, au lieu de s'arrêter donc à cette question du volume du patrimoine et de définir un seuil, par exemple, de richesse, la question que je me suis posée, c'était d'abord, d'une part, me demander qu'est-ce qui donne du pouvoir symbolique à l'argent ? Qu'est-ce qui est construit comme une manière légitime d'accumuler ? Et réciproquement, qu'est-ce qui est construit comme une manière moins légitime d'accumuler ? Et puis, deuxième question, ce que je voulais interroger, c'était pas forcément les volumes en eux-mêmes, mais les manières de contrôler et de détenir un patrimoine. Par exemple, ce qui m'intéressait, c'est à partir de quand et comment une personne en vient à mettre en place cette enveloppe juridique qu'on appelle une holding pour contrôler un patrimoine. Voilà. Donc le volume, c'est une première manière de définir la richesse qui invite, comme je viens de vous le dire, à un léger déplacement en fait, pour poser une question plus sociologique en tout cas. La seconde manière d'appréhender spontanément la richesse, c'est un peu à l'opposé de la première. On ne va pas regarder des volumes d'argent qui sont accumulés, mais on va dire que la richesse, c'est d'abord un certain style de vie. La richesse, c'est quelqu'un qui roule en Porsche, c'est quelqu'un qui prend ses vacances à Megève ou à Saint-Barth, c'est quelqu'un qui a un 200 mètres carrés à côté du Champ de Mars, c'est quelqu'un aussi qui est proche des cercles du pouvoir. Enfin, on a toutes ces représentations qui nous viennent, qui tiennent à des dépenses et à vos fréquentations et à ce que vous faites dans la vie en général. Tous ces signes, toutes ces représentations, contrairement au volume de patrimoine, c'est de la richesse visible.
alors qu'inversement, les volumes sont particulièrement invisibles et difficiles à tracer. D'ailleurs, c'est souvent toutes ces représentations de la richesse qu'on va trouver dans les médias, dans les séries, dans les reportages, dans les films. C'est ça qui attire l'œil, que ce soit pour s'extasier sur le mode de vie des fortunés, pour le dévoiler, pour le critiquer. Enfin, c'est tout ça qui, en tout cas, a intéressé divers chercheurs et aussi divers journalistes. Alors, si on dit qu'être riche, c'est vivre d'une certaine manière, vous voyez que du coup, le chercheur, ce qui va l'intéresser, ça va être de se pencher sur ces pratiques distinctives et de dévoiler ce style de vie des plus fortunés. Alors le problème, si on s'intéresse que à ces marques de richesse, c'est qu'on rate aussi des choses. Et ce qu'on perd de vue notamment, c'est par exemple la discrétion d'un compte en Suisse. Donc ce qu'on perd de vue tout simplement, c'est l'argent et c'est le volume. C'est l'autre définition de la richesse. Alors, si on s'intéresse justement que à la richesse comme style de vie, on peut dire en un sens qu'on s'intéresse uniquement à une partie émergée de l'iceberg, mais du coup qu'on rate en fait tout le reste et toute la partie plus cachée. Et puis si on réduit, je pense, la richesse à un style de vie et aussi à un pouvoir d'achat, on oublie du même coup que les possibilités couvrent le fait d'avoir plus. C'est pas seulement dépenser plus, mais c'est le fait qu'avoir plus, ça modifie en profondeur votre rapport au temps, votre projection, vos manières de vous projeter dans le futur, et puis votre rapport au travail, qui reste pour beaucoup de gens un principe de définition important de soi. Donc tout ça, ça m'intéressait aussi. Alors vous voyez la difficulté du coup sur laquelle on bute quand on travaille sur la richesse. C'est qu'en fait, on a ces deux définitions polaires. La richesse comme volume et la richesse comme style de vie. Ces deux définitions, elles sont liées implicitement. C'est parce que j'ai beaucoup d'argent que je peux m'habiller chez Hermès. Alors il ne s'agit pas du tout de dire que ces deux manières de définir la richesse, elles sont fausses. Comme on l'a vu, le volume, ça frappe tout de suite et ça reste un élément hyper essentiel. Les représentations, il ne s'agit pas du tout de dire qu'elles sont fausses aussi. Ça reste aussi un élément hyper important. Mais si on s'en tient à ces deux définitions polaires, qui sont d'ailleurs reconduites au niveau disciplinaire, puisque très longtemps, ce sont les économistes qui s'intéressaient aux inégalités patrimoniales, et aux sociologues, on réservait toute la question de la construction symbolique des classes, et donc notamment toute la question du style de vie des plus fortunés. Mais donc si on en reste à ça, qu'est-ce qu'on rate ? Eh ben, on rate la dynamique d'accumulation en elle-même, on rate finalement les ressorts du maintien et de la légitimation de la richesse. Donc, ce qui m'apparaissait essentiel, c'est du coup de m'arrêter sur ces manières de détenir, de contrôler, de légitimer un capital. Et donc du coup, l'idée, ça a été de me pencher sur l'ensemble des activités et sur l'ensemble des acteurs qui participent au maintien, au contrôle et à la légitimation de la richesse. Et donc cette perspective sur la richesse, cet ensemble d'activités, c'est ce que moi j'ai appelé le travail du capital. Donc un point de départ de l'ouvrage, enfin de la thèse, qui est un argument qui peut être discuté bien entendu, c'est de dire la richesse, c'est pas seulement avoir beaucoup, c'est pas seulement pouvoir dépenser beaucoup ou dépenser d'une certaine manière, c'est en fait une manière particulière de se rapporter à sa fortune. C'est une manière particulière de faire travailler son argent. Et donc le pari, c'était de dire, en regardant ces manières différenciées de faire travailler son capital, on peut mettre au jour certaines dynamiques inégalitaires à l'œuvre aujourd'hui. Alors, cette entrée, donc par le travail du capital, elle invite à se poser une série de questions. Par exemple, comment est-ce que les possédants apprennent à gérer leur argent ? Autre question, la question de la division du travail dans laquelle ces activités sont prises. Donc, qui prend en charge le travail du capital ? Et ça me permettait d'aborder un point qui est souvent évoqué, mais qui avait été assez peu creusé, en tout cas quand j'ai commencé ma thèse, qui était l'idée que les fortunés, une de leurs particularités, c'est qu'ils sont très entourés. Et ils sont entourés notamment d'une série d'experts et de professionnels qui les aident justement à faire fructifier leur argent. Donc en m'intéressant à la division du travail, c'était notamment une division entre des professionnels et des profanes. Mais quand je pose la question qui prend en charge le travail du capital, je m'intéressais aussi à la division du travail dans les groupes apparentés, dans les familles. En me demandant qui, par exemple, dans le couple, prend en charge les questions patrimoniales.
Et puis, une dernière question qu'on peut poser en entrant par le travail du capital, c'est d'interroger le sens, la finalité de ce travail. S'il y a des personnes qui ont fait de la sociologie dans le public, donc ça c'est une question qu'avait déjà posée un sociologue qui s'appelle Max Weber dans l'Éthique protestante. Autrement dit, est-ce que ce travail du capital, vers quoi il est tendu? Est-ce que c'est l'accumulation pour l'accumulation? Est-ce qu'on peut ouvrir la question, en fait, et c'était ça l'idée. Est-ce que ce travail du capital, il est tendu vers l'évitement de l'impôt, vers le pouvoir, vers la richesse ostentatoire, justement, enfin, etc., etc. Voilà. Donc vous voyez que prendre pour objet le travail du capital, ça a des implications du point de vue des questions qu'on pose, tout simplement. Ça a aussi des implications du point de vue de la méthode. Et donc je m'arrête rapidement sur comment est-ce que j'ai procédé empiriquement. Alors, les deux définitions polaires dont j'ai parlé, elles ont un pendant méthodologique, puisqu'il y a plusieurs possibilités quand on travaille sur la richesse. Et une des possibilités, c'est dans les pas de ce qu'ont fait Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, c'est d'essayer d'entrer dans les cercles de la grande bourgeoisie et dans les beaux quartiers. Alors le risque, je me disais, c'était d'en rester finalement à ce qu'eux ont déjà bien montré et bien mis en avant. Et donc je me disais que fréquenter des cercles de golf, des cercles ou des clubs de golf, ça m'aurait sans doute amené à faire une recherche un peu différente, mais ça m'aurait surtout amené à faire une recherche dans laquelle les questions d'argent restent dans l'ombre, restent à l'arrière-plan. Comme c'est souvent le cas dans les travaux sur les classes supérieures et sur l'aristocratie fortunée. Alors une autre piste, et là c'est plus, on suit la définition de la richesse comme métrique, ça consiste à s'intéresser à un événement. Cet événement, c'est l'héritage. Et c'est à ça que se sont intéressés depuis longtemps les historiens, les économistes, mais aussi les anthropologues. Tout simplement en disant, en fait, il y a de telles inégalités patrimoniales que si on veut comprendre la reconduction dans le temps de ces inégalités, il faut absolument se pencher sur ce moment, cet événement. C'est là que les choses se passent compte tenu du poids central de l'héritage. Et ça, bien entendu, ça reste hyper important. Mais vous voyez que moi, je m'intéressais moins au style de vie et je m'intéressais moins aux transmissions, à ce moment, en fait, qu'au travail du capital, c'est-à-dire aux modalités pratiques du vivant, donc, d'administration des capitaux sur le long cours. Du coup, l'idée, c'était de garder au centre du propos les possédants, les fortunés, mais aussi de les replacer dans une configuration plus large d'acteurs. Et notamment d'aller voir ce qui se passe du côté de ces professionnels qui accompagnent ces fortunés dans la gestion de leurs avoirs. Alors sur le plan méthodologique, du coup, j'ai récolté 3 grands types de matériaux un peu différents. Premier type de matériaux, ce sont ce qu'en sociologie on appelle des entretiens que j'ai conduits, d'une part, donc un peu plus de 70 entretiens que j'ai conduits avec des professionnels de la gestion de patrimoine et puis avec des redevables de l'ISF. Deuxième type de matériaux collectés, c'est un travail plus sur documents. J'ai consulté notamment une revue qui s'appelle Gestion de fortune, qui s'adresse justement à un lectorat professionnel, donc aux conseillers patrimoniaux. J'ai travaillé aussi pas mal à partir des débats parlementaires et des archives autour de l'impôt sur la fortune. Et puis, j'ai fait un travail aussi, troisième type de matériaux, un travail plus quantitatif, où là, j'ai travaillé en fait à partir d'une enquête de l'INSEE qui s'appelle l'enquête patrimoine, qui a lieu tous les 6 ans, et qui permettait justement de travailler sur une base un peu plus grande, c'est-à-dire j'ai travaillé sur plus de 3000 ménages qui faisaient partie des 10% les plus riches. Voilà pour le cadre général de la recherche. Alors, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout. Et du coup, plutôt que de vous parler en général de ce que je dis dans le livre, j'ai choisi une entrée par 2 points. Donc ça crée un truc un peu décousu, puisque l'idée, c'était de prendre 2 points assez différents, vous vous en doutez. Voilà. Donc, le premier point que je vais aborder, c'est essayer de comprendre qui est impliqué dans ce travail du capital, et réciproquement, qui en est exclu. Et puis, le second point, ça concerne plus l'évitement de l'impôt et ça me permettra de dire quelques mots du travail de ces professionnels du conseil patrimonial. Un travail qui ne se limite pas du tout aux questions de fiscalité, mais souvent ces questions sont les plus médiatisées, les plus sensibles, donc c'est pour ça que je voulais revenir sur cet aspect en tout cas de leur travail. Voilà. Donc première question, qui prend en charge le travail du capital et qui inversement est exclu de ces activités? Je voudrais revenir ici sur quelque chose qui m'a frappée dans cette enquête, à savoir l'exclusion des femmes
de tout ce qui touche aux affaires patrimoniales. Alors ça apparaissait d'abord dans cette fameuse enquête patrimoine de l'INSEE. Dans l'enquête, on a une question qui permet de savoir si, dans les couples, donc là, du coup, on fait déjà une réduction, puisqu'on réduit, vu qu'on s'intéresse à la division sexuée et genrée de ces activités, on réduit le questionnement aux couples et aux couples hétérosexuels. Mais donc, il y a une question qui permet de se demander, en fait, dans ces couples hétérosexuels, qui, en fait, est en charge des questions patrimoniales. Première chose qu'on remarque, c'est que plus les montants de patrimoine en jeu sont importants, plus les répondants déclarent gérer un patrimoine qu'ils détiennent pourtant à deux, individuellement. Donc, plus on monte dans les volumes de patrimoine importants, plus on a une gestion qui est individualisée. Deuxième chose, cette gestion individualisée, elle se fait largement au profit des hommes. Quand on regarde les ménages en couple hétérosexuel qui ont plus de 5 millions d'euros de patrimoine net, et quand on se demande qui est la personne qui gère seule, quel est le sexe de la personne qui gère seule, qui déclare gérer seule ce patrimoine, on se rend compte que dans 82% des cas, c'est un homme, et dans seulement 18% des cas, c'est une femme. Donc, on a une monopolisation du travail du capital par les hommes à mesure que les patrimoines sont importants. Ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé directement dans les entretiens que j'ai conduits avec des redevables de l'ISF. D'abord, j'ai surtout rencontré des hommes seuls. Et beaucoup plus rarement, ça m'est arrivé que 2 fois, de rencontrer des femmes seules. Ces hommes seuls, ils m'ont souvent raconté, vraiment sans détour, l'exclusion de leur conjointe, de leur sœur, de leur fille, de tout ce qui touchait à ces questions d'argent. Je vous prends quelques citations, quelques exemples à propos des conjointes. Alors j'ai un enquêté qui m'explique, je le cite, « Ma femme ne s'occupe de rien du tout, ma femme serait incapable de vous dire combien j'ai d'argent, rien du tout. » Un autre enquêté qui me dit, je cite encore une fois, « Ma femme, elle n'aime pas faire les comptes, elle dépense l'argent que je lui donne. » Et puis un autre qui me raconte au sujet de sa conjointe, toujours, « Je ne veux pas qu'elle sache mon patrimoine. On vit bien et puis elle sait qu'il y a du répondant, mais je ne veux pas la mettre au courant. On a un compte courant joint chez HSBC sur lequel il n'y a rien, et mes autres comptes, elle n'est pas compte joint dessus. » Donc là, c'est quelques phrases, mais qui posent un peu le tableau de ce que j'avais en entretien. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les entretiens que j'ai faits avec ces 2 femmes seules, ces femmes pouvaient justement me retracer, étaient capables de me retracer l'histoire patrimoniale, mais que dès qu'en fait, il était question plus du patrimoine liquide et financier, elles avaient complètement perdu la main sur cet argent aussi, et qu'elles étaient au final incapables de me dire à la fois les montants qu'elles détenaient avec leur conjoint, ou qu'elle détenait même toute seule, puisque j'ai fait un entretien avec une personne dont le conjoint était décédé, et qu'elle ne savait pas sur quoi c'était détenu non plus. Donc on retrouve en fait cette idée qu'il y a un peu une mésinformation du côté des femmes, même quand on les rencontre seules. Dans les entretiens que j'ai faits avec des couples, ça m'est arrivé aussi, ce que je remarquais, c'est que, bon, d'abord, c'était souvent l'homme qui avait la parole d'un accord commun dans le couple pour retracer cette histoire, et puis que les conjointes, au fil de l'entretien, découvraient des choses qu'elles ignoraient. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple, donc j'ai rencontré Jacques et Marie-Claude qui ont un patrimoine de près de 3 millions d'euros. Et pendant l'entretien, c'est donc Jacques qui raconte l'histoire patrimoniale. Jacques, il est avocat, Marie-Claude, elle est ingénieure. Et donc, comme souvent dans les classes supérieures, on a un couple biactif avec donc une personne, en tout cas une femme, qui gagnait aussi bien, du point de vue des revenus, et pas du patrimoine, qui avait des revenus aussi importants que ceux de Jacques. Alors, elle m'explique avant que Jacques arrive qu'elle a toujours voulu avoir son propre compte en banque, Marie-Claude, mais que Jacques a toujours refusé. Donc déjà, ça m'a un peu interrogée au départ. Et puis, pendant l'entretien, on voit qu'elle découvre des choses. Elle ignorait notamment que Jacques avait un contrat ouvert au Luxembourg. Et puis, on voit aussi qu'elle ne connaît pas bien les montants en question. Elle n'a, par exemple, aucune idée de combien le couple paye au titre de l'ISF. Et elle se trompe, enfin voilà, en fait, il paye 2 fois moins que ce qu'elle pensait qu'il payait. Tout ça pour dire que, globalement, c'est Jacques qui s'occupe de tout, et c'est un entretien qui est assez tendu, notamment parce qu'en fait, il est l'occasion, je pense, enfin c'est comme ça que je l'ai interprété, de confronter 2 paroles qui, d'ordinaire, ne se confrontent pas justement sur les questions d'argent. Alors, pour rendre compte de cette exclusion qui, encore une fois, ressortait et de l'enquête patrimoine et des entretiens, il y a une idée qui me semblait importante, qui était l'idée de propriété sans appropriation. Qu'est-ce que je veux dire par là ?
l'idée que les femmes sont juridiquement propriétaires des actifs au même titre que leurs conjoints ou leurs frères, mais qu'elles ne peuvent pas pleinement s'approprier cet argent, cette richesse et ces actifs. Parler de propriété sans appropriation, c'est une autre manière de dire que les femmes sont souvent exclues du travail du capital. Cette exclusion, elle se joue à différents niveaux. Le premier niveau, d'abord, c'est que vous ne pouvez pas vous approprier des actifs dont vous n'avez pas connaissance. Donc le premier niveau, il est essentiel, c'est la question de l'accès à l'information. Ça, c'est quelque chose de central, et c'est pas neutre de voir que l'activité et la tâche qui est le moment de la déclaration d'impôt est majoritairement, est très très souvent fait par l'homme dans ces couples fortunés. Quand on regarde dans les classes populaires, c'est beaucoup plus la femme qui a en charge les tâches administratives et tout ce qui est attrait au papier. Là, c'est inversé. Et donc, c'est important cette histoire de déclaration d'impôt parce que c'est là-dessus qu'il y a l'information, justement. Deuxième modalité d'exclusion, c'est le fait que s'approprier, c'est pas seulement avoir accès à l'information, c'est aussi avoir accès aux espaces dans lesquels les conseils et cette information, justement, circulent. Alors, il est rarement question d'argent dans les familles fortunées. Il m'a semblé, en tout cas, que ça restait un sujet qui était peu verbalisé. Et de fait, du coup, l'apprentissage de l'argent, apprendre à faire travailler son capital, je me suis rendu compte, c'est une hypothèse en tout cas que je faisais, que c'était pas un apprentissage qui avait lieu de façon précoce dans ces familles fortunées, mais plus un apprentissage qui avait lieu sur le tard, au moment où l'argent arrive. Pour autant, cet apprentissage, il n'est pas solitaire. Ça veut dire que c'est des personnes qui vont solliciter les conseils d'amis, de proches, de leurs frères, de leurs pères, etc., etc. Mais au départ, ces circuits, je pensais que c'était des circuits qui étaient les mêmes que les circuits familiaux. Et en fait, je me suis rendu compte que ce sont des circuits dans lesquels donc, on parle d'argent, ce sont des circuits qui impliquent des personnes extérieures à la famille, typiquement des professionnels, mais aussi des amis, et inversement, des circuits dont sont exclues certaines personnes qui font partie de la famille, typiquement les jeunes enfants et les femmes. Donc ça, c'est la deuxième source d'exclusion. Et puis le troisième niveau d'exclusion, c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre, c'est l'idée que s'approprier un capital qu'on possède pourtant juridiquement, ça suppose d'être socialement habilité ou d'être socialement reconnu capable et tenu de faire travailler cet argent. Alors, ce qui était très surprenant, c'est que les personnes que j'ai rencontrées, donc souvent des hommes, m'expliquaient en entretien, et ça m'a surprise au départ, mais c'est très bien d'être surpris dans une enquête, qu'elles étaient souvent perdues, qu'elles avaient fait des mauvais choix, qu'elles ne savaient pas comment s'en sortir, qu'elles ne savaient pas quelle décision prendre pour leur investissement, que la bourse, ça ne leur parlait pas du tout, etc., etc. Pour autant, tous ces hommes ont été à un moment donné placés dans une situation où on leur reconnaissait le droit et où même on les invitait en fait à s'occuper de ces questions patrimoniales, même si c'est les premiers à reconnaître qu'ils sont assez perdus pour le faire. Donc voilà, il y a 3 éléments importants. L'information, les circuits dans lesquels on parle d'argent, et puis l'habilitation, le fait d'être reconnu socialement capable de faire travailler son capital. Alors pour illustrer ça, je voulais m'arrêter sur le cas d'un enquêté. Cet enquêté, donc on va l'appeler Guy, il a un patrimoine d'une 20aine de millions d'euros. C'est un patrimoine qui est principalement composé de titres d'une entreprise familiale qui a été créée par son père et dont il est actionnaire minoritaire, au même titre que c'est une grande famille, que ses 3 frères et que ses 4 sœurs. Alors Guy et ses 3 frères, ils ont travaillé et ils ont fait leur carrière dans l'entreprise familiale. Inversement, aucune des 4 sœurs n'a fait sa carrière dans l'entreprise familiale. Alors ces sœurs, même si elles n'ont pas travaillé dans l'entreprise, elles ont le même patrimoine que les frères. Elles sont actionnaires minoritaires au même titre que leurs frères. Donc ça veut dire qu'elles touchent des dividendes identiques, notamment. Voilà ce que Guy m'explique. Mes sœurs sont un peu perturbantes, parce qu'elles n'ont pas du tout travaillé comme nous. Et quand elles viennent, elles nous font perdre beaucoup de temps. Donc du coup, on a pris la décision de leur verser un bon dividende comme à nous, mais de ne pas les convoquer aux réunions. Alors Guy, il a un discours assez ambivalent au final, puisque d'un côté, il reconnaît que l'exclusion de ses sœurs, ça tient au départ au sexisme de son père, il le présente comme ça, qui n'a pas voulu que ses filles travaillent dans l'entreprise familiale.
Mais on voit de l'autre que Guy, il est un peu embarrassé pendant l'entretien et il justifie aussi l'exclusion de ses sœurs, notamment leur exclusion des conseils d'administration. Ça, il le justifie par leur incapacité, telle qu'il le dit en tout cas, l'incapacité qu'elles auraient à gérer l'argent qu'elles ont en propre. Puisque Guy regrette notamment le fait que ses sœurs dépensent beaucoup. Voilà ce qui m'explique. Et le fait que du coup leur patrimoine a fondu beaucoup plus rapidement que celui des frères. Il me dit, elles gaspillent, elles ne comprennent rien, elles ne prennent pas les bonnes décisions pour leur investissement perso, et en plus, on ne peut pas leur en parler. Donc au final, les sœurs, elles sont exclues des conseils d'administration. Et cette exclusion, on pourrait peut-être même faire l'hypothèse qu'elle se traduit, enfin elles sont exclues aussi d'une carrière dans l'entreprise, et que cette exclusion, elle se traduit par une difficulté déjà à s'approprier cet argent autour duquel elles n'ont pas été impliquées, et on voit comment ça peut s'auto-entretenir. Mais surtout, ce qui me semblait intéressant, c'est que qu'est-ce qui se passe au cours de ces conseils d'administration ? A priori, dans un conseil d'administration, on parle de l'entreprise familiale. Mais ce que m'expliquait Guy, c'est que les meilleurs conseils qu'il a eus, il les a eus de la part de ses frères, comme il m'a dit, et notamment lors d'échanges informels qui ont lieu pendant, avant et après les conseils d'administration, qui sont des occasions de se réunir entre frères. Il m'explique notamment que c'est grâce à son frère aîné, qui donc dirige l'entreprise familiale actuellement, qui est polytechnicien, etc., que tous les frères ont mis successivement en place un montage qui consiste donc à créer des holdings interposés pour contrôler les titres de la société familiale, et que dans cette holding, les frères ont aussi mis leur résidence principale, leur résidence secondaire, etc., etc. Juste, sans rentrer dans le détail, ce montage, il permettait notamment de sortir des montants hyper importants de l'assiette de l'impôt. Et c'est pas seulement un montage qui a des implications sur le plan fiscal, ça a des implications sur le plan de la transmission aussi de ce patrimoine à la génération d'après. Donc en tout cas, il faut retenir que c'est un schéma qui a des implications, et que de fait, ces conseils, ils circulaient au moment des conseils d'administration. Donc on voit que sous couvert d'être des profanes en matière d'argent, les femmes se trouvent bien souvent exclues de la gestion du capital, ce qui les empêche de s'approprier un argent qu'elles possèdent pourtant au même titre que leurs frères ou que leurs conjoints. Alors, la division du travail du capital, on voit qu'elle a lieu dans les familles, dans les groupes apparentés. Mais comme je le disais, ma transition est forcément un peu vaseuse, puisque j'ai choisi 2 points différents. Mais j'essaye quand même. Il y a aussi une division du travail entre des profanes et des professionnels. Et donc, le deuxième point que je voulais aborder, c'est plus les activités de ces gestionnaires de patrimoine et de fortune, notamment autour de la question de l'évitement de l'impôt. Alors, dans les travaux sur la richesse et sur les fortunés, ce qui est intéressant, c'est que les gestionnaires de patrimoine et de fortune, et puis tous ces experts en fait, qui gravitent autour des possédants, ils sont souvent convoqués pour rappeler une chose, le rôle clé de ces professionnels dans le maintien des inégalités de patrimoine et puis dans le maintien des fortunes de leurs clients, notamment pour souligner leur activité en matière de conseil fiscal. Et pourtant, ce rôle, donc, il était souvent mis en avant dans les travaux, mais d'un autre côté, il y avait assez peu de travaux et d'enquêtes sur le travail de ces professionnels. Donc c'est plus un rôle qui était postulé, mais il n'y avait pas grand monde qui était allé voir ce qui se passait du côté de leur pratique de travail. Un des enjeux, du coup, de ma recherche, c'était tout simplement de me demander, en fait, qu'est-ce que les conseillers font au patrimoine de leurs clients, et en particulier autour de cette question de l'évitement de l'impôt, qui était donc le sujet peut-être le plus sensible, mais le plus médiatique aussi. Essayer un peu de comprendre comment ces professionnels participent ou pas à l'évasion fiscale, pour le dire autrement. Alors, je voudrais d'abord revenir sur une dimension plus méthodologique. C'est souvent pas ce qui passionne le plus, mais je pense que c'est des enjeux importants de la recherche. Donc, comment est-ce qu'on travaille, notamment sur les pratiques illégales ? Et ça suppose de se demander au départ quelle est la place et où se situe l'informel et l'illégal dans le travail quotidien de ces professionnels. Et puis ensuite, je présenterai un résultat en particulier. Alors, quand j'ai commencé, bien sûr, à travailler sur ces questions,
quand on commence à travailler, ce qu'on a envie de comprendre et de savoir, c'est justement les choses illégales, quoi. Et c'est vers là qu'on est tendu vers ça, on a envie de comprendre ce que c'est un paradis fiscal, tous ces montages très complexes, etc. Bon, et de ce point de vue, il faut d'abord souligner les obstacles qui s'opposent un peu aux sociologues. Le premier obstacle, c'est bien sûr la complexité du sujet. Avant d'avoir accès à ce qu'on cherche, il faut un minimum comprendre ce langage, comprendre de quoi il s'agit, et on a affaire à une matière qui est assez technique, assez rébarbative. Cela dit, je dirais qu'en sociologie, quel que soit le terrain sur lequel on se lance, en fait, il y a un apprentissage de la langue, en fait, qu'il faut faire, que ce soit de la fiscalité, où ça paraît très technique, mais aussi, si on s'intéresse, je sais pas, à des supporters de foot, ou à une administration où il y a plein de sigles, enfin, il faut toujours faire cet effort. Bon. Mais une fois qu'on a compris un peu ce langage, il y a aussi la question de l'accès. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça me semblait compliqué de mettre la main sur des documents et des sources écrites, par exemple. Alors, au moment où j'ai commencé mon travail, il n'y avait pas les Panama Papers et les Paradise Papers qui, je pense, ouvrent des opportunités hyper intéressantes et passionnantes pour la recherche. Au-delà des sources écrites, l'autre possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle de l'ethnographie en sociologie, donc c'est faire des entretiens, faire des observations. Alors ça, c'est ce que propose notamment une sociologue qui s'appelle Brooke Harrington, qui, elle, a travaillé sur la frange la plus internationalisée de la gestion de fortune, et qui explique que, elle, la seule solution qu'elle a trouvée pour enquêter sur ces pratiques, c'était de devenir elle-même un gestionnaire de fortune. Donc voilà. Alors dans son ouvrage, on voit bien sûr tout l'apport de cette approche, mais on voit aussi que c'est une méthode qui est extrêmement coûteuse. Elle est coûteuse en temps, puisque Brooke Harrington, elle a dû faire une enquête pendant 8 ans. Alors moi, j'avais pas envie de faire ma thèse pendant 15 ans, parce qu'après, il faut écrire du coup là-dessus. Et puis, c'est coûteux en argent, parce que se déplacer Donc elle a été, comme je le disais, sur la frange la plus internationale, se déplacer aux Caïmans, dans les îles Vierges britanniques, etc. Ça demande quand même un peu de financement. Donc tout ça, j'avais pas. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait ? On renonce en partie, et on suit une autre voie. Donc plutôt que d'aller chercher l'exceptionnel, ce qu'on voulait au départ, avec des étoiles dans les yeux, on se dit qu'on va travailler à partir d'une porte d'entrée plus simple, qui consiste tout simplement à déjà comprendre, à déjà essayer de retirer quelque chose des entretiens qu'on a négociés avec ces professionnels et à s'intéresser en priorité à leur pratique de travail ordinaire. Voilà, c'est moins sexy. Bon. Et de fait, les gestionnaires de patrimoine et de fortune, on se rend compte qu'ils travaillent très quotidiennement sur le droit. Ils lisent les lois de finances, ils lisent les textes, il y a des colloques sur l'interprétation de la loi de finances, il y a des espaces donc semi-publics où ils discutent entre eux de tel ou tel point de la loi de finances, et ces espaces, c'est beaucoup plus facile d'y accéder, ils sont souvent semi-publics, et en fait, ils disent des choses déjà hyper intéressantes. Donc le pari que j'ai fait, c'était de considérer que ces activités ordinaires, elles pouvaient déjà dire beaucoup de choses, d'une part sur la place de la fiscalité dans les activités de ces professionnels, sur les usages que ces professionnels font du droit, et puis sur, pour le dire grossièrement, sur le rapport aux politiques de ces professionnels, que ce soit sur le plan des relations nouées avec le personnel politique, et plus largement sur la manière dont ils se positionnent par rapport à ces questions. Alors j'en viens maintenant, je ne vais pas pouvoir parler de tout, mais j'en viens du coup à un résultat qui me semble important de l'enquête, à partir de... qui est en fait à partir de la question, qu'est-ce qu'on peut dire finalement à partir de ces activités ordinaires ? Et il me semblait qu'à partir de ces activités ordinaires, on pouvait toucher du doigt un élément important sur justement le rapport au droit et le travail que font ces professionnels sur le droit. Alors, je suis partie au départ d'un paradoxe. Le paradoxe, c'est que d'un côté, les conseillers, dans notamment la revue Gestion de fortune, et à demi-mot en entretien, et encore plus quand on les laisse entre eux, sont les premiers à reconnaître qu'une partie de la profession est impliquée dans l'évasion fiscale. Gestion de fortune, ça va être pour le condamné. Quand ils sont entre eux, c'est un peu moins pour le condamné. Et puis en entretien, c'est pour le condamné aussi. Mais en tout cas, du coup, en creux, ça témoigne de leur implication. Alors, pour vous donner un exemple, donc j'ai eu accès au compte-rendu d'une réunion auquel j'aurais pas du tout dû avoir accès, mais ça, c'est les petites joies de l'enquête. Réunion pendant laquelle un avocat fiscaliste commente la loi de finances à destination de ses professionnels. Et donc, j'ai eu accès au compte-rendu intégral de la réunion. Et voilà ce qu'il nous explique. Je le cite. « En voulant ramasser les trafiquants de drogue ou des émules de Ben Laden, on ramasse des gens qui, effectivement, avaient des comptes un petit peu discrets
et qui, le projecteur n'étant pas assez bien cadré, se retrouvent en pleine lumière alors qu'ils auraient préféré être un petit peu moins dans le projecteur. Tout ça, c'est un paysage qui nous concerne tous, parce qu'il détermine la façon dont vont pouvoir se structurer les patrimoines familiaux. Cet extrait me semble hyper important. D'abord, on voit que le propos est très euphémisé. Il parle de personnes qui préféreraient ne pas se retrouver en pleine lumière pour évoquer des personnes qui, du coup, ne déclarent pas ce qu'elles devraient déclarer. Ensuite, ce passage, il témoigne bien de la participation assez large de la profession à la circulation de l'argent hors de France, puisqu'il explique quand même juste après que c'est un paysage qui les concerne tous et qui va leur permettre de déterminer comment ils vont structurer les patrimoines familiaux. Donc ça, c'est quand même assez troublant. Alors, pourquoi un paradoxe ? Parce que d'un côté, il y a cette reconnaissance en creux ou à demi-mot de la participation et de l'implication d'une partie de la profession dans l'évasion fiscale. Et puis de l'autre, les conseillers revendiquent en permanence, dans gestion de fortune, entre eux et dans les médias et face à moi en entretien, le caractère toujours légal de ce qu'ils font. Alors ce paradoxe, il se retrouve dans les mots employés pour parler de ces montages qui sont toujours très euphémisés. Je vous en livre un petit peu. On me parle de schémas qui, le cas échéant, étaient peut-être un petit peu borderline, de cas difficiles à défendre, de particuliers peut-être un petit peu trop habiles, ou encore de schémas peu favorables. Pour comprendre ce paradoxe, et puis pour comprendre le recours à ces euphémismes, pour évoquer les pratiques d'évasion fiscale, il me semble qu'il faut revenir en fait sur une distinction qui est extrêmement faite et que j'aimerais discuter. Cette distinction, c'est la distinction qu'on fait communément entre pratiques légales d'évitement de l'impôt. Qu'est-ce qu'on met de ce côté-là ? On met notamment les dons défiscalisés dont il a été question au moment de l'incendie de Notre-Dame. Bon. Et des pratiques illégales d'évitement de l'impôt. Et donc là, plus communément, on appelle ça de l'évasion fiscale. Alors, on trouve de ce côté tous les circuits par lesquels l'argent transite vers des pays au secret bien gardé ou à la fiscalité inexistante. Alors, cette opposition, il me semble qu'il faut la discuter. Si on part de cette distinction, je pense qu'on perd en fait de vue le nerf de la guerre. C'est-à-dire, on perd de vue le fait que l'évitement de l'impôt, il consiste la plupart du temps, pour ces professionnels en particulier, à mettre en place des schémas dont toute la force repose précisément sur le fait qu'on ne peut pas dire simplement si ce sont des schémas légaux ou illégaux. Donc ce qu'il faut retenir de ce travail sur le droit, c'est que ces professionnels mettent en place des schémas qu'ils estiment peu attaquables. Ça paraît bizarre de dire au final c'est ça qui est intéressant, mais c'est ce mot peu attaquable qui est important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils font des schémas pour lesquels on ne peut pas dire d'emblée, justement, si c'est légal ou si c'est illégal. Vous ne pouvez pas dire d'emblée, moi qui ai travaillé là-dessus, je ne peux pas le dire, et l'administration fiscale va avoir du mal à le dire, etc., etc. L'État lui-même ne peut pas dire si c'est légal ou illégal. Dans un entretien avec un gestionnaire de fortune, celui-ci m'explique à propos de son travail sur la fiscalité, on va jusqu'au bout de la limite, mais on est dans la limite, mais on est dans le droit. Bon. C'est un beau résumé de ce travail, justement, sur la limite du droit, c'est-à-dire sur des schémas qui vont être le moins attaquables possible. Donc on n'est pas sur un truc binaire, noir ou blanc, légal ou illégal. C'est justement quand il y a du jeu, donc quand c'est pas simplement légal ou illégal, que les gens jouent. Et donc ce qui est intéressant, ce sont ces zones grises du droit. Donc, le propre du travail sur le droit réalisé par les gestionnaires de patrimoine et de fortune, et c'est pour ça qu'en entretien, on a déjà des choses, et dans ces réunions semi-publiques, on a déjà des choses, c'est parce que c'est pas caché tout ça, en fait, finalement. C'est de faire tout un travail très élaboré de lecture du droit pour, en fait, mettre en place des choses qui vont ensuite être peuvent être défendables par la suite si derrière, l'administration fiscale dit « Attention, là, il me semble qu'il y a un souci ». Ça veut dire quoi derrière ? Vous allez en justice et on estime que vous allez pouvoir... Le gestionnaire estime que, en fait, par rapport à sa lecture du droit, très pointue, il peut défendre son truc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez faire un truc qui est complètement tordu par rapport à l'esprit d'un texte de loi, mais dont vous estimez que derrière, vous avez des arguments qui vous permettent, en droit, de le défendre, en tout cas d'avoir un échange. Et ça passe après ou ça passe pas, mais on voit du coup que c'est un pari. À la limite, si vraiment vous avez peur, puis si votre client, il y a plusieurs zéros en jeu,
ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez envoyer votre schéma à l'administration fiscale en disant, vous en pensez quoi ? Voir s'il n'y a pas des milliers d'euros en jeu, mais des millions, voire des milliards, vous envoyez non pas à l'administration fiscale, mais à la direction de la législation fiscale, qui est cet organe hyper important qui fait le pont entre l'administration fiscale et les gouvernants, et donc qui décide justement de toutes ces questions d'interprétation d'une règle qui vient d'être votée. Et la direction de la législation fiscale, pareil, va examiner le schéma et va ensuite mettre son tampon dessus ou pas. Mais du coup, vous avez la validation avant même d'avoir lancé quoi que ce soit. Alors, du coup, ce qui me semblait intéressant, je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Ouais, je zappe l'exemple, mais on pourra en reparler en discussion. Je crois que je vais bientôt conclure pour qu'on ait quand même un petit moment de... Ah, il y a 15 minutes. Ah bah du coup, je peux m'étendre sur un exemple, parce que de toute manière, j'ai bientôt fini. Je voulais vous donner un exemple peut-être simple, pour comprendre qu'en fait, du coup, ces professionnels du patrimoine, il ne faut pas présenter leur travail comme un travail contre le droit. C'est justement un travail tout contre le droit ou avec le droit. Un exemple tout simple, c'est celui de l'exclusion de l'assiette de l'impôt d'une partie de la valeur de la résidence principale. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, dans votre déclaration d'impôt, quand l'impôt sur la fortune existait, mais bon, l'IFI, vous déclarez aussi votre résidence principale, c'est l'immobilier. Bon. En fait, en 99, il y a une loi qui est votée qui vous permet d'appliquer une décote de 20% sur la valeur de votre résidence principale. C'est-à-dire que si votre bien, il vaut 1 million, vous estimez qu'il vaut 1 million, vous allez le déclarer 800 000. Enfin, c'est pas que vous allez déclarer 800 000, c'est que seulement 800 000 vont entrer et vont être taxés, vont entrer dans l'assiette de l'impôt et du coup vont être taxés. Alors ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on s'imagine toujours une histoire où l'État décide des choses, quelque chose, et après, alors c'est pas le ruissellement, mais c'est la version de l'action publique, version ruissellement, et après, il y a des gens qui appliquent, et puis du coup, à partir de 99, on s'imagine que les personnes commencent à appliquer cette décote de 20%. Et quand je vous parle du travail sur le droit des gestionnaires de patrimoine et de fortune, je vous invite en fait à avoir une autre vision de la manière dont se produisent et dont se construisent les politiques publiques et les politiques fiscales en particulier. Puisque ce dont on se rend compte quand on lit un peu gestion de fortune, toujours très instructif de lire gestion de fortune, c'est que en fait, ils évoquent souvent des cas et de jurisprudence et de ce qui se passe en fait lors des actions en justice. Et donc on se rend compte qu'il y avait des particuliers qui, depuis longtemps, déclaraient leur résidence principale en appliquant une décote. Alors certains devaient appliquer une décote de 90%, d'autres de seulement 5%. Chacun fait son business après, quoi. Et sans doute avec l'aval de professionnels qui devaient leur dire « ça se défend, compte tenu de la spécificité de ce bien, ça se défend ensuite ». Et donc ce qu'on voit sur toute la période depuis la mise en place de l'ISF, c'est que de fait, au fur et à mesure, il y a une jurisprudence qui se crée sur ces questions. Et qu'au fur et à mesure, on a des magistrats qui disent « ouais, c'est OK ». Parfois des magistrats qui disent « c'est OK pour 10%, d'autres pour 30%, d'autres, voilà ». Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire, l'État, il arrive en retard. Il légifère sur des pratiques qui, en fait, ont déjà cours et sur lesquelles il y a déjà une jurisprudence. Et donc, c'est toujours assez compliqué, en fait, d'interpréter cette fabrique du droit. Mais ce dont j'avais l'impression, mais là encore, je pense que ça appelle une autre recherche, peut-être plus sur ce qui se passe du côté de l'État. Moi, j'avais l'impression, du coup, que les gestionnaires vont toujours débusquer des zones grises dans le droit, parce que ces zones grises existent toujours, et l'État, du coup, a toujours un train de retard. Et quand l'État, derrière, pose une règle, eux, en un sens, ça leur donne une stabilité, ça leur donne un cadre. Puisque, avant, vous pouviez appliquer une décote à 90%, et là, en fait, c'est cadré, il n'y a plus de risque. Vous savez que c'est 20%, et puis après, ça va devenir 30%. Bon. Mais il y aura toujours des zones d'ombre qui vont vous permettre en fait d'inventer de nouveaux schémas. Comme le dit un gestionnaire dans cette fameuse réunion dont j'ai déjà cité un extrait, les gouvernants savent ce qu'on a mis en place jusque-là, mais pas ce qu'on va inventer. Et donc en fait, c'est comme si le droit se créait d'abord en pratique par ces professionnels qui font ça toute la journée,
et que l'État est toujours en retard et donc suit, et en suivant, en fait, il donne en quelque sorte un cadre, mais avec du retard, à ces montages. Pour vous donner un autre exemple, puisque j'ai du temps, je vous ai donc un des éléments centraux pour comprendre l'ISF. C'est la distinction entre biens professionnels et biens privés. Ça fait longtemps que les biens professionnels ont été exclus de l'assiette de l'impôt. Et donc, du coup, un des enjeux derrière, c'est quoi? C'est de dire, on a ces sociétés et ces enveloppes juridiques dans lesquelles les gens mettent leur patrimoine. Est-ce que ces enveloppes juridiques qui sont des sociétés, on considère que c'est des biens professionnels ou pas? Vous voyez, on arrive dans la zone grise. À partir de quel moment on estime que c'est un bien professionnel? Quand vous avez des titres minoritaires d'une entreprise qui a une activité productive, quand vous avez aussi votre résidence et puis un contrat d'assurance vie, bon, voilà. On voit qu'on est sur des questions de pourcent, encore une fois. Ou de définition du contrôle. Est-ce qu'un actionnaire minoritaire, par exemple, qui détient des titres d'une entreprise, est-ce que ce patrimoine, c'est considéré comme de l'activité productive s'il n'est pas actionnaire majoritaire, par exemple? Vous voyez que c'est des débats difficiles. Bon, et jusqu'il y a 2 ans, 3 ans, bon, quasiment jusqu'à la fin de l'ISF, il n'y avait pas de définition juridique qui permettait de statuer sur la différence entre une holding qu'on va appeler active, c'est-à-dire qui va être considérée comme un bien professionnel, et une holding qui va être considérée comme passive, donc on considère comme un bien privé. Alors vous voyez qu'on a un élément central du point de vue de l'impôt. Mais bon, qu'est-ce qu'on observe? On observe les gens qui font des choses. De fait, leur holding, ils la déclarent soit en bien professionnel, soit en bien privé. Donc c'est pareil, il y a une jurisprudence qui se crée sur ces questions, et il y a des pratiques qui se mettent en place où on apprend à savoir si l'administration fiscale va considérer que ça passe ou pas le fait de déclarer tel holding en holding active ou en holding passive. Et puis, bon, quand même, ça embête un peu l'administration fiscale. Donc, il y a une petite réunion qui a lieu, qui réunit des personnes de Bercy, l'administration fiscale, quelques personnalités politiques, et puis le MEDEF, pour aboutir à une définition solidifiée juridiquement de ces holdings. Et c'est là où je vous dis, encore une fois, ça permet de sortir des images, soit les gentils, les méchants, soit ils veulent pas de régulation. Encore une fois, le MEDEF avait intérêt à ce qu'en fait, il y ait un cadre stable juridique qui soit fixé pour la définition de ces holdings. À la fois, le flou est utile, mais la stabilisation peut l'être aussi. Et derrière, on voit qu'on est dans un... Du coup, ce qui est intéressant, c'est ces arènes où ça se négocie. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, dans ces arènes? Alors, il va y avoir un groupe de travail qui va se réunir pendant 2 ans. Et puis, pour rien, ça ne va pas du tout aboutir. Et puis, du coup, ça aboutit, mais sans ce groupe de travail, il y a peu, autour d'une définition qu'on pouvait considérer comme hyper favorable aux plus fortunés, puisque je crois qu'il fallait que 50% de ce qui était détenu dans votre holding soit considéré comme attaché à une activité productive. On voit qu'on crée une nouvelle zone grise, pour considérer que votre holding peut être une holding active. Donc, ça veut dire qu'il y a 50% du reste que vous pouvez déclarer en bien professionnel, où vous pouvez tout mettre. Voilà. Bon. Tout ça pour vous dire quoi? Si on pose le débat autour d'une opposition entre pratiques légales de contournement et pratiques illégales de contournement, d'un côté, si on choisit cet angle-là, ce qu'on voit, c'est des méchants qui magouillent, et de l'autre, un État qui, lui, est gentil, et qui est là pour taper du doigt et taper du poing sur la table. Et à la limite, qu'est-ce qu'on a envie de dire? On a envie de dire, faut mettre plus de moyens sur la table, justement, pour que l'État puisse lutter contre celles et ceux qui magouillent. C'est un peu ça qui ressort de ce cadrage. Ce qu'on rate avec ce cadrage, c'est la manière dont l'État participe lui-même à créer des politiques qu'on pourrait même qualifier de politiques d'évasion fiscale. Et donc, c'est toute cette histoire de la façon dont l'État a progressivement déroulé le tapis rouge aux plus fortunés pour se débrouiller, pour qu'ils aient, en fait, de base, à payer peu, voire très peu, voire pas, d'impôts, que ce soit au titre de l'ISF, au titre des plus-values de cession, etc., etc. Et de ce point de vue, tout ce qui s'est passé
autour de Macron. Macron l'a fait de façon beaucoup plus visible, mais moi en tout cas je pense que c'est pas un tournant, que ça doit pas être considéré comme un tournant et que ça s'inscrit en fait dans une grande continuité des politiques qui avaient été menées jusque-là, et en l'occurrence pour l'ISF. Alors tout le monde s'étonne aujourd'hui en disant du coup Macron n'est pas le président des riches, puisqu'on voit que sa réforme de l'ISF, on a l'impression que ça ne change pas grand-chose en fait pour les plus fortunés. Grosse surprise, oui, l'ISF avait déjà été en grande partie vidé de sa substance par les gouvernements précédents. Ça ne veut pas dire que pour autant c'était pas rien de le supprimer, et ça ne veut pas du tout dire qu'il fallait le supprimer. C'était tout ce qui restait. Ça veut juste dire qu'on avait une coquille qui avait déjà été en partie vidée et qui là, du coup, a été complètement vidée. Voilà. Mais tout ça pour vous dire, il faut s'attacher, je pense, à cette continuité dans les politiques qui sont conduites. Et donc, pas seulement regarder du côté de particuliers qui bidouilleraient leurs déclarations, mais aller voir ce qui se passe aussi du côté de l'État et la manière dont l'État a, chose très paradoxale, a organisé son propre retrait en matière et à renoncer lui-même en fait à taxer la richesse. Voilà, de Barrette.